Bonjour. Donc effectivement, je vais vous parler du dépistage du cancer du col de l'utérus avec deux éléments, les données actuelles et puis les perspectives, avec plusieurs perspectives qui sont d'une part la mise en place du dépistage organisé et d'autre part l'implémentation du test HPV sur lequel je reviendrai à toute fin de mon intervention. Donc auparavant, vous avez pu lire mes liens d'intérêt. Donc actuellement, un petit rappel des recommandations. En France, le dépistage, c'est un dépistage qui est dit opportuniste, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore organisé malgré les recommandations de la HAS de 2010, qui se fait tous les 3 ans après 2 frottis normaux à 1 an d'intervalle, de l'âge de 25 ans à 65 ans. Quand on compare déjà aux recommandations européennes, on voit que les recommandations européennes sont un tout petit peu différentes. La plupart des pays européens commencent le dépistage à partir de 30 ans, le terminent à partir de 60 ans. Et puis, à peu près la moitié des pays européens ont des rythmes de dépistage qui sont plutôt à 5 ans qu'à 3 ans, comme chez nous. Alors, quand on veut analyser la cohérence de ces recommandations, les données sont très nombreuses et on se sert en fait de modèles mathématiques. Alors ça, c'est un exemple de modèle mathématique qui est tiré des recommandations américaines. Donc en abscisse, c'est le nombre de colposcopies qui sont réalisées, qui représentent en fait les effets secondaires du dépistage. Et puis, en ordonnée, ce sont le nombre d'années de vie gagnées pour 1000 femmes. Donc on voit qu'en fait les stratégies les plus pertinentes sont les stratégies qui ont un rapport bénéfice, c'est-à-dire nombre d'années de vie gagnées sur le risque, les colposcopies inutiles. Et donc ça se trouve sur cette courbe en haut à gauche. Et donc la stratégie française à partir de 25 ans tous les 3 ans est une stratégie qui est assez cohérente. Ensuite, c'est un choix politique et économique de choisir l'une ou l'autre des stratégies. Un petit mot sur les modalités techniques, puisque là on a des certitudes, c'est qu'on peut utiliser aussi bien un frottis en phase liquide qu'un frottis sur lame. Les études vont toutes dans le même sens d'une équivalence entre les deux milieux de transport. En revanche, il faut abandonner la spatule d'air pour utiliser une brosse avec prélèvement de l'endocole et du cytocole. Alors, qu'est-ce qu'on attend en fait quand on dépiste une femme ? Alors, on attend de diagnostiquer un cancer. Et pour diagnostiquer un cancer, il faut, en pratique, il faut dépister 2700 femmes pour diagnostiquer un cancer et il faut les dépister au moins pendant 10 ans. Donc du coup, ça explique aussi que le nombre de patientes à dépister pour un frottis est beaucoup plus élevé. La deuxième chose, c'est de sauver des vies, de diminuer la mortalité. Et là, on n'a pas d'essais contrôlés randomisés, mais on a des études observationnelles qui tendent à penser qu'on diminue la mortalité en implémentant le dépistage du cancer du col de l'utérus, sauf que le cancer du col de l'utérus et la mortalité, elle est aussi liée aux conditions de vie, notamment, et à d'autres facteurs qui font que, sans essais contrôlés randomisés, on ne peut pas vraiment conclure à la baisse de la mortalité. Alors les risques du surdépistage, c'est essentiellement la majoration des colposcopies. Et les colposcopies et les biopsies, ça a deux effets retrouvés dans la littérature qui sont notamment donc, chez les femmes en âge de procréer, des accouchements prématurés et un petit poids de naissance. Alors, avant 25 ans, le problème du dépistage avant 25 ans, c'est que l'infection à HPV, elle est très élevée, que la clairance est très importante, et que donc on risque de dépister des lésions précancéreuses qui auraient régressé fréquemment, régressé spontanément, puisque la régression est très fréquente. Donc on risque de dépister et d'entraîner des effets secondaires de manière, chez des femmes chez lesquelles le cancer n'aurait pas du tout évolué.
La lésion précancéreuse n'aurait pas évolué. Je suis désolé, j'ai un retour un peu bizarre dans mes chiffres, ça me perturbe un petit peu. Avant 25 ans et après 65 ans, le problème principal du dépistage en dehors des bornes, c'est aussi une mauvaise corrélation cytohistologique, c'est-à-dire que quand on regarde la corrélation entre le frottis et ensuite la biopsie, on a une très mauvaise corrélation chez les femmes jeunes et chez les femmes plus âgées. Alors en France, si on prend 100 femmes de 25 à 65 ans, on en a 44 qui sont pas du tout dépistées, et on en a 56 qui sont dépistées au moins une fois dans leur vie. Et parmi ces femmes, il y en a 27 qui vont être sous-dépistées, c'est-à-dire dépistées à un rythme inférieur à celui qui est recommandé. 21 qui vont être surdépistées. Donc, vous voyez, 44 femmes non dépistées et 22 surdépistées. 21 surdépistées. Et puis, il y en a seulement 8% des femmes qui sont dépistées à un rythme optimal. Et puis, quand on regarde le dépistage en dehors des bornes, il est relativement important puisque 46 femmes sur 100 avant 25 ans ont déjà eu un dépistage, ont déjà eu un frottis. Et après 65 ans, on en a encore 35 qui sont encore dépistées. Alors, à partir de janvier 2018, enfin à partir de 2018, en tout cas du premier trimestre 2018, on annonce un dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Donc les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur ce dépistage, elles datent de 2010. On n'a pas encore le cahier des charges national qui était annoncé pour novembre, mais qui n'est pas encore paru. Et donc, je peux juste vous donner quelques éléments sur les modalités d'organisation. Donc, le cahier des charges, il est prévu pour novembre. L'appui va se faire sur les structures de gestion qui dépistent de manière organisée les cancers colorectaux et les cancers du sein. Ces structures, en 2019, normalement, elles doivent être régionalisées. Donc, il va y avoir une implémentation du dépistage en 2018 et en 2019, régionalisation des structures de gestion. Donc, il y a un espèce de flou autour des modalités dont va être géré ce dépistage organisé. Ce qu'on sait, c'est que les femmes qui vont être invitées, elles vont être repérées sur les bases de l'assurance maladie et c'est les femmes qui n'auront pas eu de frottis au cours des 3 dernières années. La grosse inconnue autour de ce dépistage, c'est la gratuité du test. C'est-à-dire que quand on fait une mammographie dans le dépistage organisé, c'est gratuit. Quand on fait un test de dépistage du cancer colorectal, c'est gratuit. Mais pour le frottis, on ne sait pas encore si c'est un acte qui va être gratuit ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on attend du dépistage organisé ? La première chose, c'est qu'on attend une augmentation du taux de couverture. Donc ça, on a plusieurs études qui montrent que dans les pays qui ont implémenté le dépistage organisé, on a effectivement augmenté le taux de couverture. Mais simplement, ce dépistage organisé, il a de nombreuses modalités d'organisation et ils ne sont pas tous organisés comme ce qui risque d'être fait en France. On a peu de données sur une diminution de l'incidence et de la mortalité lorsque l'on implémente le dépistage organisé. Ce qu'on sait aussi, c'est que malgré ce qu'on pourrait penser, on persiste, quand on met en place un dépistage organisé, du surdépistage, qui pose réellement problème dans le domaine du cancer du col de l'utérus. Donc, on sait aussi que dans certains pays, il y a une envolée des coûts justement liés à ce surdépistage. Et puis, surtout, un petit peu comme toutes les interventions en santé, on majore les inégalités sociales de santé. Quand on envoie simplement une invitation aux femmes, on augmente la participation et le taux de couverture des femmes les plus favorisées, mais les femmes les plus précaires et qui sont déjà les moins répondantes au dépistage individuel répondent très peu aux invitations et au dépistage organisé. Par contre, il y a des stratégies complémentaires qui ont montré un intérêt pour les femmes les plus précaires, notamment les interventions éducationnelles ou l'envoi d'autoprélèvements dont je vais parler un petit peu après. Alors, qu'est-ce qu'on a comme perspective ? La perspective, c'est essentiellement le test HPV. En fait, il n'y a pas un test HPV, on a recensé plus d'une centaine de tests HPV différents, et dans les différentes stratégies qui sont évaluées, ils sont implémentés de 3 manières différentes. Soit ils sont implémentés en dépistage primaire, en triage primaire, c'est-à-dire qu'on fait simplement l'HPV. En réalité, on ne l'utilise jamais, vous allez voir pourquoi après.
Ensuite, on peut l'utiliser en triage primaire, c'est-à-dire qu'on fait un test HPV, et s'il est positif, eh ben, on fait un frottis aux femmes chez qui le test HPV est positif. Et puis, il peut être utilisé en triage secondaire. C'est le cas en France pour trier les lésions ASCUS, les lésions atypiques de signification indéterminée. C'est-à-dire qu'on fait un frottis, et s'il est anormal ou en fonction de son résultat, on va proposer un test HPV. Alors pourquoi c'est intéressant le dépistage combiné? Parce qu'en fait, le test HPV tout seul, il est beaucoup plus sensible que le frottis, mais il est beaucoup moins spécifique. L'autre intérêt de ce test HPV, c'est qu'il y a une bien meilleure acceptabilité, notamment par l'utilisation de l'autoprélèvement. Donc c'est un test intéressant pour améliorer finalement en dépistage combiné avec le frottis, on améliore la sensibilité, on améliore la spécificité et on permet l'acceptabilité par les femmes quand on leur propose de faire un autoprélèvement. Il y a beaucoup d'études en ce moment qui sortent autour de l'autoprélèvement. Alors, par exemple, à l'étranger, quand on regarde comment le test HPV a été mis en place à l'étranger, aux Pays-Bas, on avait en fait un premier avis qui avait été rendu et qui recommandait un test HPV tous les 10 ans. Mais en réalité, ce qui a été réellement mis en place, c'est un test HPV tous les 5 ans et un frottis lorsque le test HPV est positif. Aux États-Unis, il y a deux possibilités pour le dépistage. Soit le test HPV avec un frottis, donc là c'est un co-testing, c'est-à-dire qu'on fait les deux en même temps, et à ce moment-là on le fait tous les 5 ans, soit on fait uniquement un frottis, et c'est fait tous les 3 ans. Les autoprélèvements, c'est très évalué, comme je le disais, et les autoprélèvements, ils sont d'aussi bonne qualité qu'un prélèvement qui est réalisé par un professionnel de santé. C'est très acceptable. Et pour le coup, on augmente beaucoup le taux de couverture des femmes qui ne sont pas dépistées, que ce soit en population générale, mais aussi chez les femmes les plus précaires. Donc c'est probablement une voie de stratégie complémentaire auprès de certaines populations dans l'optique de l'implémentation du dépistage organisé. Alors en conclusion, vous voyez que l'élément important, c'est quand même la décision partagée, parce que quand on propose à une femme un frottis, on ne sait pas si on va la sauver ou au contraire si on va entraîner des effets secondaires, notamment en termes d'une grossesse à venir. La deuxième chose, c'est que, et c'était un petit peu le sens du communiqué de presse qui était paru, du communiqué de presse du Conseil scientifique du CNGE, c'est que c'est important, et ce serait important de pouvoir contrôler les dépistages sauvages, c'est-à-dire de trouver une manière de diminuer drastiquement, voire d'arrêter les dépistages qui ne sont pas faits dans le cadre du dépistage organisé. L'autre élément important, c'est de développer les interventions éducationnelles, les autoprélèvements, et puis ensuite de pouvoir suivre les cohortes de femmes vaccinées contre le HPV pour pouvoir mettre en place une stratégie de prévention combinée qui va intégrer à la fois la vaccination et le dépistage. Voilà. Et donc du coup, on a un champ de recherche extrêmement important pour la discipline. Dans mon territoire, j'ai déjà rencontré les structures de gestion qui sont extrêmement intéressées pour mettre en place des stratégies complémentaires auprès des femmes précaires. Et donc, on a un champ important de recherche. Voilà, je vous remercie de votre attention. Anne-Laurence Poitiers. Merci Yannick pour ta présentation. Dans une des premières diapos, tu parles des effets secondaires en fait, du surdiagnostic avec le nombre de frottis. Tu parles des colposcopies et que ça induit un nombre d'accouchements prématurés. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ça? Est-ce que c'est via les conisations du coup qui sont faites effectivement, c'était peut-être pas très clair, mais c'est via les conisations qui sont faites de manière inutile, puisque on a un certain nombre de lésions, notamment chez les femmes jeunes, qui auraient spontanément régressé. Donc c'est effectivement par la conisation et pas par la colposcopie en elle-même.
Et la deuxième chose, c'est que tu n'as pas reparlé à ce moment-là, et tu en parlais dans la revue de littérature publiée dans Exercer, sur l'anxiété induite par le surdiagnostic. Et il me semble que ça, c'est quand même beaucoup plus fréquent que le risque d'accouchement prématuré, enfin, en pratique clinique. Ouais, tu as raison, l'anxiété, elle est surtout présente chez les femmes jeunes. Ça, il y a plusieurs études qui l'ont étudiée après un résultat de frottis anormal, et elle est beaucoup plus fréquente parce qu'elle est dès le résultat du frottis et pas sans attendre la conisation. Donc dès qu'on a un résultat de frottis anormal, on a une majoration importante de l'anxiété chez les femmes, et notamment chez les femmes jeunes.